votre nom à remercier le président de la Banque Populaire, Monsieur le Président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Dr Hamza Gdira, Monsieur le Directeur de la Direction du médicament et de la pharmacie, Professeur Jamal Tofek, Monsieur Boufaliha et ses collaborateurs et les directeurs et représentants de la Direction générale des impôts, au nom de la Confédération des syndicats des pharmaciens du Maroc, je remercie tous les officiants ici présents, ainsi que ceux qui n'ont pas pu l'être. On vous remercie pour la confiance accordée à cette jeune structure syndicale qui, depuis sa fondation, s'est fixée comme but de défendre les intérêts matériaux des officinaux en créant une nouvelle dynamique syndicale et en adoptant une nouvelle approche dans le traitement des revendications de la base officinale. Une approche qui consiste à aller chercher des solutions et à arracher ce qui peut être arraché. Nous avons multiplié les rencontres avec les différentes administrations qui interviennent dans notre secteur et nous n'avons rien laissé passer au hasard. Et là, je cite comme exemple la défiscalisation des tranches 3, tranche 4, l'exonération des droits de timbre, la TVA sur le médicament, l'exonération de la plus-value en cas de vente, et j'en passe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des revendications qui sont du ressort de l'administration et d'autres qui doivent impérativement passer par le circuit législatif. Et je profite de l'occasion pour remercier les présidents des alliances politiques des pharmaciens de nous avoir facilité le contact avec les différentes partis politiques pour leur présenter nos plaidoiries concernant les projets d'amendement qu'on dépose au Parlement. Nous pensons et sommes convaincus que travailler au sein des commissions avec le ministère de tutelle, en l'occurrence la DMP, représente une phase et une étape incontournable dans l'optique de voir nos revendications aboutir, à savoir le droit de substitution, la révision du décret de fixation des prix, la pharmacopée, et là encore, il faut une vraie implication du pharmacien pour lutter contre la violation de notre monopole des DM stériles. Tel a été le cas pour les associations qui vendent les insulines et les autres médicaments et qu'on a combattu par tous les moyens possibles. Et bien sûr, toutes les autres revendications sont en pleine discussion dans les réunions avec le ministère de la Santé pour qu'elles voient le jour le plus tôt possible. Des revendications qui vont améliorer considérablement l'exercice quotidien de chacun d'entre nous. Enfin, je profite de cette occasion pour vous annoncer la signature d'une convention avec la Banque Centrale Populaire. Cette convention avec des taux préférentiels. Les détails vous seront rendus publics lors d'une conférence de presse entre le président de la Confédération et le président directeur général de la Banque Centrale Populaire. Sans trop tarder, je passerai la parole à M. Hamza Gdira, président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, pour donner plus de détails et pour vous annoncer quelques bonnes nouvelles. De la Confédération, Monsieur le directeur central de la DMP, Messieurs les directeurs de la DGI, chers consoeurs, chers confrères, j'ai d'immenses plaisir de me trouver parmi vous. Vous savez très bien que j'exerce à Amman, mais je suis quand même de cœur avec Casa, parce que j'ai passé une bonne partie de ma carrière ici à Casablanca parmi vous. Comme d'habitude, je serai très transparent avec vous. Je vais partager avec vous toute l'information dont je dispose concernant la profession. Si vous permettez, je commencerai par notre système de santé. Notre système de santé connaît des problèmes pour deux raisons. Premièrement, il y a une insuffisance
au niveau de son financement, et puis il y a un déficit en matière de ressources humaines. Le secteur pharmaceutique est une partie intégrante de ce système de santé. Ce secteur subit pleinement ces problèmes du système dans sa globalité. Premièrement, c'est lié, comme ce que je viens de dire, à l'étroitesse du marché, représentant le tiers du marché algérien. La CNOPS, depuis 2-3 ans, est rentrée dans un cycle de déficit. Panier des soins chez la CNSS qui n'a rien à voir avec celui fourni par la CNOPS. Et aujourd'hui, on se trouve avec 50% des Marocains qui ne sont pas couverts. Et les 55 couverts, ils payent 50% de la facture, de leur poche. Je vous donne une moyenne. Quelle est la situation de notre secteur? La situation de notre secteur est la suivante. Arrivé sur le marché de consoeurs et de confrères, des créations un peu partout. Et aujourd'hui, le secteur souffre de beaucoup de maux, notamment une agression à l'ordonnée. Et donc, je vous invite à réserver la première semaine du mois de juillet dans vos agendas. Le FPI sera organisé à Marrakech. Et je vous remercie. L'Iran est en train de voir une petite lueur. Vous le savez, je ne vous l'apprends pas, depuis 10 ans, 10 années à peu près, notre profession a connu une traversée du désert. C'était sombre. Le ministère de la Santé, notre ministère de tutelle qui devait nous protéger, sortait d'année en année des décrets, des circulaires, tout pour nous asphyxier. À la fin, on ne pouvait plus respirer et le chiffre d'affaires qui baissait avec les prix, vous connaissez tous le problème. Parallèlement à ça, la direction des impôts mettait en œuvre chaque année ses plans et les pharmacies faisaient partie du plan. On nous a enlevé notre convention en 2006, on nous a rajouté une TVA, des droits, on nous a enlevé les abattements sur le fonds de commerce, etc., etc. Donc le millefeuille, le ministère de la Santé une couche, les impôts une couche, donc on s'est retrouvé dans une situation très difficile. Mais le vrai problème, c'est qu'en face, on avait un mur. Je ne suis pas là pour défendre les organismes professionnels. Ils ont fait depuis ces 10 années ce qu'ils ont pu. Je les ai accompagnés, c'est pour ça que j'en parle. Mais il y avait un mur. Aujourd'hui, avec le nouveau ministre de la Santé et le retour de Sijem Al-Sofir, nous avons l'espoir que les choses vont changer. Alors, nous avons, grosso modo au Maroc, 2 grands problèmes liés au prix. Le médicament, dont le prix baisse d'une manière abyssale, et les carburants, dont les prix flambent d'une manière extraordinaire. Dans les 2 cas de figure, le gouvernement n'arrive pas à solutionner les problèmes. Et les deux, à l'origine, c'est le gouvernement qui a créé les problèmes. Nous, les pharmaciens, on ne demande rien. On n'a jamais rien demandé. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que l'administration vienne réparer les dégâts qu'elle a provoqués, en particulier avec la problématique du prix. Donc, je vais donner la parole d'abord à Sijem Al-Sofir, que je ne présente plus parce que vous le connaissez tous. Il a commencé comme pharmacien d'officine, comme vous et moi, mais à Ifrane, à une époque où Ifrane faisait toujours froid, mais c'était pas comme maintenant. Et puis, c'est un de nos professeurs de pharmacie les plus dynamiques au niveau de la recherche, au niveau de la création du diplôme, de l'encadrement. Il a été plusieurs fois vice-doyen chargé de... Il a été aussi pharmacien d'hôpital, donc il a une vue assez globale des choses. Et puis il a des messages de l'officine qui passent par l'oreiller, ce qui est le meilleur moyen de communication, puisque sa femme est pharmacienne à Khalida. Et moi, en 2018,
le ministre de la Santé a pris l'initiative d'inviter le directeur général des impôts, et donc avec tous les représentants de la profession, le Conseil de l'ordre à leur tête, et bien sûr toutes les représentations syndicales. Et après discussion, donc il a été convenu que le directeur général des impôts recevrait une délégation des pharmaciens le 10 janvier 2019 pour parler de tout ce qui est fiscalité, et puis la création d'une commission qui allait être hébergée à la DNP, donc au ministère. Et cette commission s'est réunie la première fois avec tous les représentants le 24 décembre. On s'est réunis, et puis de cette commission sont nées 3 sous-commissions. Comme vous l'a expliqué mon ami Hamza, je vais passer vite. Une sous-commission chargée des textes, une autre chargée des affaires économiques, essentiellement de la révision du décret, une chargée du circuit pharmaceutique et des sanctions, et donc chacune de ces sous-commissions, dans la façon de travailler, on a donné à chacune de ces sous-commissions la liberté totale de tout aborder, de tout discuter, sans aucun tabou, parce que nous, en tant que DNP, on est là que pour assurer le secrétariat. Donc c'est les gens qui décident, et puis donc la méthodologie, le rythme de travail, etc. Alors, l'état d'avancement. Pour la sous-commission chargée des textes, donc bien sûr il y a eu énormément de réunions, beaucoup de débats, beaucoup d'échanges. On vous a cité les textes qui sont prioritaires. Le DAHEL le 22, ça fait partie de nos priorités. J'ai sur mon bureau le projet concernant l'ordonnance sécurisée que nous allons ouvrir incessamment avec les organismes. Le texte sur le Conseil de l'ordre, celui-là, il est au niveau du secrétariat général du gouvernement. Les textes, un certain nombre de textes d'application de la loi 1704. Alors je peux vous dire que je suis là depuis 6 mois, bientôt 6 mois. J'ai commencé le 1er septembre. J'ai sorti 6 textes qui sont sortis de chez nous, qui sont maintenant au niveau du circuit, et je pense qu'avec la volonté politique actuelle, on en verra l'aboutissement très rapidement. Le texte sur la pharmacopée, qui a un impact direct sur votre monopole. Le texte sur la pharmacovigilance, la Commission nationale de la pharmacovigilance. Le texte sur l'inspection, parce que vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas de texte de décret pour régler comment fonctionne l'inspection. Pour les industriels, le texte sur la biodisponibilité. Donc, beaucoup de choses sont en cours. La révision de la loi 1704, elle est aussi à l'ordre du jour, ça va être plus long. Mais ce que je voulais vous dire, et ça vous a été dit, c'est que les textes, c'est quelque chose de long. Le temps législatif n'est pas un temps comme les autres. C'est long, ça prend du temps, c'est fastidieux, il faut de la patience, mais nous avons la volonté et on va y arriver, et il y a des priorités. La deuxième sous-commission, c'est celle des affaires économiques. La révision de ce décret des prix. Alors, je vais vous dire mon sentiment. J'ai créé cette direction en 1996. Je me suis toujours arrangé de ne jamais sortir un texte avant de l'avoir pratiqué. C'est-à-dire, on met en place des choses, et ensuite, on sort un texte pour réglementer tout ça. Ce qui a été fait au cours de ces 10 dernières années est aberrant. On sort des textes, on se lie les mains, sans avoir expérimenté les choses. Et ça, c'est une grosse catastrophe, y compris par ce décret des prix. Nos remerciements vont bien sûr à tout le monde qui sont présents ici. Avant de laisser la parole à mes collègues qui sont avec moi, qui vont, M. Femen, je le présente tout d'abord, M. Femen, qui est chef de service au niveau de la direction de FIDA et de Marif Est. Il y a ici présent Mme Louari Siham, qui est chef de service des professionnels de Casa Enfants. Et il y a aussi M. Hikli Hassan, qui est un chef de subdivision. Donc, avant de laisser la parole à M. Femen pour faire une présentation qui va avoir une sorte d'un envol sur l'essentiel des dispositions fiscales qui régissent bien sûr tout le monde, et notamment la profession des pharmaciens. Je voudrais insister sur un point très important, c'est que
parmi les clients absolus de la DGI actuellement, c'est de veiller à la mise en œuvre d'un référentiel de qualité de service. C'est très important pour nous. Donc à ce titre, de nombreuses actions ont été entreprises au cours de ces dernières années afin d'accompagner cette volonté d'amélioration continue de la qualité de nos services. Donc ces aspects de l'amélioration sont illustrés à travers plusieurs exemples dont on peut citer quelques-uns. Excusez-moi, j'ai pris note pour ne pas... on peut parler de la déconcentration de nos entités pour un service de proximité, peut-être que vous l'avez remarqué. Pharmaciennes, contribuables, usagers, citoyens. C'est avec un grand plaisir et un grand honneur d'être aujourd'hui à votre écoute. En tant qu'administration fiscale proactive, ouverte à son environnement externe et qui a entamé une démarche progressive de performance basée sur deux axes. Le premier, c'est l'amélioration de la qualité de service. Le deuxième, c'est le renforcement de l'équité fiscale. Cette journée vient à point nommé. C'est une journée d'information et de sensibilisation pour vous qui précède les journées des assises nationales sur la fiscalité le 3 et 4 mai 2019. C'est l'occasion aujourd'hui de parler ensemble des dispositions fiscales qui concernent le pharmacien. En l'occurrence, l'exonération de la plus-value nette réalisée suite à l'apport de l'ensemble de son actif et de son passif à la société nouvelle qu'il a créée. D'accord? Il a le droit, bien sûr. Pardon, c'est d'interrompre. J'ai remarqué ici qu'ils sont en train de... Donc la documentation qui sera disponible avec... Merci. Alors, les conditions de bénéficier, pour bénéficier de cette exonération, dans le cadre d'une transformation de façon physique ou façon morale, il y a trois conditions. Il faut que l'apport soit fait par un commissaire aux apports, la déclaration de l'année en cours, au cours de laquelle la transformation a été faite. Il faut déposer la déclaration des revenus entre le 1er janvier jusqu'à la date de la transformation, et il faut conserver les titres, c'est-à-dire les titres dont le pharmacien devient propriétaire dans la société. Il n'a pas le droit de les vendre dans une période de 4 ans, à compter de la date de l'acquisition des titres. D'accord? Sinon, ce serait une session divisée de l'officine, en parenthèse. Je me permets encore une fois d'aider. J'ai cru entendre tout à l'heure Cynthia. Il a soulevé la question que la peur des gens qui veulent se transformer en... Les questions rappelaient un petit peu où vous nous situez, selon les chiffres qui ont été publiés. Nous venons, après les salariés, il y a l'immobilier autant que l'immobilier, les spécialistes et les pharmaciens dans les personnes physiques, qui viennent comme contributeurs, et ça on le sait depuis longtemps, parce que même la convention que nous avions souscrite autrefois avec vous était partie sur le fait que les pharmaciens sont d'excellents contributeurs. Alors, partons de là. Vis-à-vis des salariés, nous sommes des contributeurs presque au même niveau que les salariés. Nous n'avons pas les avantages des salariés tels que ça a été précisé par C. Belrazi.
Et entre autres, l'assurance maladie que nous souscrivons en privé ne passe pas au niveau des impôts. Il n'y a que l'assurance décès qui est prise en compte. Nous n'avons aucun autre avantage, nous n'avons pas de retraite. On peut souscrire à une retraite, mais ce qui est déductible est très faible, autant que je me souvienne. Donc, dans tout ça, la situation des pharmaciens, quand il y avait eu les périodes de gloire, maintenant, c'est une profession qu'on peut qualifier de sinistrée, dans la mesure où il y a une baisse de prix des médicaments, et qui a impacté le revenu des pharmaciens. Les pharmaciens sont la seule profession de ce pays, la seule et unique à ma connaissance, qui a perdu pratiquement la moitié de son revenu, suite à la baisse des médicaments. Malheureusement, monsieur Jalal Tsoufek est parti, et ça ne revient pas à vous de cette discussion, c'est que la baisse des prix, nous la saluons, tous les pays du monde saluent la baisse des prix. Néanmoins, dans les pays de référence, c'est des pays où, tous les médicaments n'ont pas subi la baisse, c'est ceux qui sont remboursables, qui sont pris en charge par les caisses d'assurance maladie, et qu'il y a une catégorie de médicaments qui, elle, est libre, il y a une flexibilité au niveau de la fixation des prix, et qui n'ont pas baissé. Or, nous, ça a baissé. Deuxième chose, dans tous les pays de référence qui ont été choisis, il y a des honoraires que paye l'État par le biais des caisses d'assurance maladie aux pharmaciens pour compenser la perte de revenus. Donc il y a une mode de rémunération mixte, à la fois pour la partie, parce que nous sommes une profession duelle, dans le sens où nous avons un statut de commerçant d'un côté et un statut de profession et d'établissement de santé, profession libérale et de santé. Nous avons les deux. Malheureusement, nous avons les inconvénients des deux. Pas les avantages, parce que par rapport aux autres commerçants, nous ne pouvons pas faire nous ne pouvons pas brader des médicaments, nous ne fixons pas les prix, donc nous sommes réglementés. Partant de là, je vous pose une question, et c'est peut-être pas la réponse aujourd'hui. La réponse, ça viendra dans les assises fiscales, en tenant compte de la spécificité de nos professions. C'est, s'il vous plaît, nous voulons un abattement fiscal négocié, parce que l'État nous paye par le biais de l'assurance maladie, ou nous paye par le biais de l'abattement fiscal, techniquement il faut trouver une solution. Pour moi, c'est une que je propose. Peut-être qu'il y en a d'autres, peut-être que la caisse d'assurance maladie doit rétribuer au prorata du chiffre d'affaires, mais il faut arriver à une solution technique pour sauvegarder cette profession. On ne peut pas faire le tout libéral, parce que toute la population dans le cadre de la carte sanitaire a besoin de sa pharmacie. Les quartiers défavorisés ont besoin de leur pharmacie. Et on ne peut pas vivre de faire en sorte que les pharmacies de proximité de quartier disparaissent. Oui, alors, non mais c'est... Attends. C'est une question de fiscalité. Nous n'avons pas de retraite. Nous sommes, et je suis d'accord que nous devons payer des impôts, mais nous payons autant que les salariés pratiquement. Donc, deuxième chose, il y a la déclaration rectificative. La déclaration rectificative, je peux vous assurer que les pharmaciens vont y souscrire. Je vais vous dire pourquoi. On a toujours payé les amnisties fiscales parce que c'est la paix, on veut la paix. On veut la paix, on veut continuer à travailler. Nous ne sommes pas des comptables, nous devons nous consacrer à notre profession. Alors, non, j'ai dit, la TVA sur les médicaments, il est aberrant. Et vous êtes, monsieur, je suis content que vous soyez là. Vous savez qu'elle n'est pas payée par les vétérinaires qui intègrent les médicaments vétérinaires à leur honoraire. Elle n'est pas payée par les cliniques, seuls les pharmaciens la restituent, je veux dire, parce qu'on ne la paye pas, on la récupère pour vous. Alors, donc il faut réfléchir à ça. Enfin, les confrères, et je suis aussi quelques avocats, on a eu des confrères qui sont venus. Et c'est vrai qu'il y a un état de dépression quand quelqu'un est contrôlé, c'est du stress. Dans le cas de la déclaration rectificative, pour les gens pour lesquels le montant n'a pas été encore notifié, est-ce que, comme pour les médecins, vous allez appliquer la même solution, à savoir qu'ils peuvent adhérer donc à cette déclaration rectificative au même titre, sauf pour les cas flagrants? Deuxième chose, nous sommes sur 3 années. Nous sommes pratiquement en train de terminer 2018. En avril, on va payer. Moi, j'ai une suggestion, je sais, on va arriver, je l'espère, à une solution avec vous. Est-ce que cette solution ne pourrait pas intégrer 2008 et qu'on remette les compteurs à zéro pour qu'on puisse repartir après les assises fiscales sur une base qui va tenir compte de ce qui aura été accordé aux pharmaciens. Donc, et éventuellement réfléchir dans la
la mesure où vous connaissez le chiffre d'affaires des 3 précédentes années ou 4 précédentes années, imaginez peut-être que ça puisse être appliqué à 2018 avec un forfait. Prenez même le taux le plus élevé des 3 années précédentes, puisqu'on va être sur 3 années, pour l'appliquer à 2018. Remettons les compteurs à zéro et repartons sur une bonne base. Merci. Souligné tout à l'heure, peut-être que c'est pas très gentil pour les cliniques, mais j'aurais aimé que le fisc se penche un peu sur la fiscalité des cliniques qui vendent du médicament en PPV et qui le déclarent en charge et qui ne paient pas suffisamment d'impôts. Peut-être que ça permettrait pour nous de faire revenir notre monopole. Ça, c'est juste une suggestion. Deuxième point, j'aurais aimé aussi que pour nos organismes professionnels qui sont ici, recevoir, si vous m'écoutez, j'aurais aimé recevoir vos conseils concernant les prochaines assises qu'il va y avoir. Je sais que c'est à nous de le faire, mais qu'est-ce que vous auriez suggéré à une profession de pharmacien de proposer comme suggestion pour ces assises? C'est juste pour avoir votre compétence et nous aider. Merci. Ne payer la TVA que sur les préparations, c'est-à-dire les produits transformés. Alors j'aimerais savoir quelle est la valeur ajoutée à un médicament que reçoit d'un grossiste. On ne fait rien, on paye une TVA. Pourquoi une TVA? Et en plus de ça, je crois que nous sommes les seuls sur le continent, sinon plus loin, à payer une TVA. Et ce n'est pas nous, c'est le patient. Deuxièmement, pour la taxe professionnelle, vous avez parlé tout à l'heure de la taxe professionnelle et des taxes municipales, des taxes urbaines. Moi, ce que je sais, d'après mes connaissances, parce que j'ai fouiné, le fisc récolte cette taxe professionnelle et il a un pourcentage qu'il donne à l'urbanisme, aux services municipaux. C'est un problème de litige d'ailleurs. Excusez-moi, c'est un problème de litige parce qu'il y a beaucoup de municipalités qui ne font pas payer les taxes, les services urbains, et d'autres qui les font payer. Nous avons même des frais de majoration et des frais de poursuite. Merci. Il faut que les corps qui travaillent dans ce domaine, à savoir médecins, pharmaciens, etc., puissent gagner leur vie suffisamment pour bien servir les citoyens. Ça, c'est juste un petit rappel. Maintenant, concernant je vais soulever juste deux points. Le premier point, c'est concernant la transformation en SARL. Il y a 4 ans. Au bout de ces 4 ans, si pour une raison ou pour une autre, le pharmacien est obligé de vendre. Je parle des cas des personnes qui sont plus ou moins âgées, on n'a pas de retraite, par conséquent on est obligé de nous approcher à nos offices jusqu'à notre mort, mais bon, si on n'est pas, qu'on fasse cette transformation et qu'on est obligé de céder cette pharmacie avant les 4 ans, qu'est-ce qui se passe? Deuxièmement, on a les tranches fiscales, les tranches qui sont imposables, sont trop bas. Par conséquent, ça ne permet pas une vie décente pour un pharmacien. Je vous remercie. Prise de position et certains engagements de part et d'autre nous en séparer un petit peu. Je suis très content de les voir aujourd'hui et de les compter parmi nous. Ceci, je voudrais dire deux choses. D'abord, une chose sur la fiscalité et une autre sur le travail des sous-commissions. La première sur la fiscalité. J'ai été parmi les gens qui ont vu le directeur des contrôles fiscaux au sein de la DGI et M. Mn, que Dieu le garde et le sauvegarde de tout malheur, a été surpris du nombre des pharmaciens contrôlés. Il a été surpris par le nombre quand c'est Mohamed et c'est Tawfiq l'ont dit le nombre et les sommes faramineuses qui sont tombées sur certains pharmaciens, croyez-moi, il est tombé de crime. Et aujourd'hui, devant cette iniquité fiscale qui frappe beaucoup de pharmaciens, on ne peut que se révolter et se dire que pourquoi tant de malheur s'abattent sur cette profession. Aujourd'hui, il est clair que l'abattement qu'a demandé Negia, que l'abattement que demande tout le monde, il est clair qu'il est là pour nous sauver. Le prix de médicaments aujourd'hui seul ne peut pas sauver la profession. Donc aujourd'hui, il faut que le fisc nous accompagne.
il faut absolument que le fisc nous accompagne et il faut que les consoeurs et les confrères qui sont en train d'être vérifiés ou d'être notifiés soient considérés comme des gens qui ne sont ni fraudeurs ni quoi que ce soit. Ce sont des gens qui ont exercé un métier d'ordre et qui par les aléas de la possibilité extraordinaire envers les officiers. Si maintenant on n'arrive à rien, c'est que ça nous dépasse nous aussi. Parce qu'aujourd'hui, le prix du médicament, et les confrères l'ont tous dit, est au cœur d'une problématique politique et électorale. Et électoraliste et populiste. Je vais plus loin. Donc, aujourd'hui, en faisant partie de cette commission, sur la révision du décret des prix, je vous assure qu'avec nos confrères de la fédération, ça se passe extrêmement bien. Il n'y a aucune tension, parce que nous travaillons tous pour le même objectif, à savoir améliorer le quotidien de l'officinal. Et dernièrement, on a fait une bonne proposition aux inspecteurs qui travaillent avec nous, qui, ma foi, j'ai l'impression qu'ils la trouvent pas mal. Je tenais à vous parler de cela, et je pense que c'est Aline qui dira un peu plus. Merci beaucoup. اللي تنتمي لهذا المكتب وبالمناسبه سمحوا لي غادي نحييهم جميعا على المجهودات التي يقوموا بها من اجل المهنه ومن اجل التضحيه من هذه المهنه وربما السيد غادي نقز على التعريف ديال الكونفدراليه وانا اغتنم المناسبه من اجل التعريف ولو باختصار. كونفدراليه نقابه الصيدله المغرب تاسست تقريبا هذه 3 سنوات بمدينة مكناس بمقر نقابة صيدلة مكناس. وما يميز هذه المؤسسة ما يميزها كونها أنها يجتمع فيها أولا النقابة المهنية الصيادلة، أيضا جمعية المهنية الصيادلة وكذا صيادلة الصيدليات، لأننا نحن نعتقد أن إذا كنا نحن مجتمعون في مؤسسة واحدة سنحقق الكثير. اسمحوا لي على هذا التقديم، ولكن ربما غادي ناخذ كلمه فيما يتعلق بالاسئله ايضا. المداخله ديالي غادي تهم الشقين فيما يتعلق بقطاع الصيدله وايضا فيما يتعلق بالجانب الضريبي. بالنسبه فيما يتعلق بالجانب الضريبي انا عندي واحد يعني اون ريفليكسيون تتعلق بالعداله الضريبيه. حنا تنعرفوا ان المديريه العامه للضرائب مقبله على واحد المناظره شهر 5، ومن المفترض انها غادي تخرج بواحد الاطار قانوني جبائي اللي غادي ينظم الجانب الضريبي، وربما غادي تتكلم حتى على بعض الخصوصيات حتى ديال بعض القطاعات. هنا انا غادي نتكلم على العداله الضريبيه المرتبطه مع توسيع الوعاء الضريبي. وملي تنقول توسيع الوعاء الضريبي تنعني هنا القطاع الغير مهيكل. اليوم نحن صيادله الصيدليات تنحسوا يعني جازمين بان هذه الهجمه الضريبيه اللي لامست كثير من المراجعات الضريبيه كان سببها هو يعني واحد اشكاليات ماديه عند الخزينه، وبالتالي لجأت الى هذه المراجعات عوض الاتجاه الى القطاع الغير مهيكل. حنا نبغيو تعطيونا غير التصور ديالكم كيف ستتعاملون يعني مع القطاع في المرحله المقبله، لان هذا غادي يشكل واحد تخفيف من الضغط على الصيدليات وهذه المراجعات الضريبيه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه دائما فيما يتعلق بالعداله الضريبيه، ولكن الان غادي نتكلم على نفس القطاع، قطاع الصيدله. كيف تعرفوا صيادله الصيدليات تيشتغلوا في واحد دو فورم جوريديك، عندنا بيرسون فيزيك وعندنا بيرسون مورال. وهنا نطرح السؤال، تلقاو صيدليات تيشتغلوا في اخر السنه لو بيرسون فيزيك تيخلص واحد ليال ضريبه على الربح تيخلص 38%، وبالمقابل تلقاو فارماسي ايضا من نفس المستوى الاقتصادي تتخلص 10% ديال الياس. وتنظن هذه فيها واحد التمايز ما بين هاد النوعين. شكرا. Locatifs qui sont en dessous de 30 000 dirhams. Est-ce que je suis obligé, en tant que locataire, d'aller quand même prélever ou il faut un papier spécial pour dire qu'il est... Donc, au cas où le propriétaire ne perçoit pas plus que 30 000 dirhams par an de revenus locatifs. Est-ce qu'on doit quand même, en tant que locataire, qu'est-ce que je dois faire dans ce cas? Je déclare rien. On peut déclarer
c'est notre petite fille, elle a 5 ans. Aujourd'hui, je veux vendre. Comme vous le savez, au niveau de la directive, il y a plusieurs accords fiscaux. Et je crois que le dernier accord en 87 ou 91, je ne me rappelle pas, j'étais présent avec Alaoui Mdari, je ne sais pas s'il est toujours vivant, il nous a donné pas mal d'abattements. Je ne pense pas qu'il a attendu qu'il passe devant le Parlement pour nous donner ces avantages sur l'abattement de 6% jusqu'à 1,5 million de dirhams et 2% au-delà. Il y avait aussi au niveau de la vente, c'est là l'objet de ma question, je crois que jusqu'à 2001, on pouvait vendre sans rien payer, il suffisait de réinvestir. Zubin Souda en 2006, il a instauré 50% et en 2009, il a tout supprimé. Alors là, on nous compare aux salariés, pour ce qu'on paie comme impôt. Les salariés ont beaucoup d'avantages, je ne vais pas répéter ce qu'a dit mademoiselle Gibi, c'est ça, parce que finalement on compare aux salariés sans avoir les avantages des salariés. Aujourd'hui, les salariés, à la retraite, j'ai ma femme qui est médecin, elle est sortie presque avec son salaire avant qu'elle soit retraitée. Maintenant, si on maintenant, moi je ne peux plus souscrire à la CNSS, mais on prend un jeune qui s'installe aujourd'hui et qui souscrit pendant 40 ans, il aura une retraite de 4200 dirhams, ce qui est une misère. Donc nous, si on veut vendre, qu'on nous donne les mêmes avantages, la pharmacie, je parle à condition qu'on parte à la retraite, il y a plus de 700 pharmaciens qui veulent vendre, qui arrêtent d'exercer la pharmacie. Si on veut vendre, on veut avoir les mêmes abattements que les salariés, c'est-à-dire c'est 55% jusqu'à un palier, 40% avant. C'est tout ce qu'on demande, je ne sais pas est-ce que ça doit passer devant le Parlement ou c'est du ressort de la direction des impôts. Merci. أجل توصيل أصواتنا للجهات العليا. أنا السؤال ديالي غادي نبغي نرجع للمادة 73 واحد بخصوص اللي جات بها القانون المالي بخصوص 10% اللي تقع على المكري واللي واجب على المقتري اللي هو حنا الصيادله كوليكتيوهم ديوال دار الضرائب. ولكن هذا الاجراء هذا ما وقفتوش واحد الدعايه مما خلانا حنا في المواجهه مباشره مع هذاك اللي كاري لنا المحل. ف تيقول لك مثلا انا ما نقدرش نمشي لدار الضريبه باش نجيب لك الوثائق لان المواطن المغربي كيف كنعرفوا الجميع كيخاف يجي عندك لا دير ليه شي حاجه ولا تجبد ليه شي حاجه قديمه ولا تعلق قلتي ولا دونك الا ما خلصش هذيك 10% مثلا هو ما جابش لي هذيك الورقه وانا ما خلصتش هذيك 10% اشنو غيوقع ليا؟ مع العلم انه الى ما خلصتش ليه الكرا وداز شهور ورفع عليا دعوه قضائيه ممكن يخسر الحلم ديالي. دونك كيفاش نقدروا نوافقوا ما بين هاد جوج المسائل هذو؟ يعني إدارة الضرائب كتسمع لي أنني نقترض عليها البنوك ولكن هو ما قبلش أنني نقترض عليه 10% ولا ما قبلش أنني نخلص ليه 100% ديال الكرا. فبالتالي غدوز واحد 3 شهور غيصيفط لي انذار غيدير محامي غيقدر يجيني أنا إفراغ من المحل ديالي. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بغيت نوجهو للسي بروفيسور جمال توفيق ولكن بما أن الرئيس ديالنا موجود هنا فنناقشوا مع هذه المسألة وهي في الحقيقة كتعلق على فوا بالضرائب وبقطاع الصيدلة وكتهم المواد الأدوية المنتهية الصلاحية كنعرفوا اليوم كامل بأنه لي جينيريك ترو les compléments alimentaires, plein de produits. Ce qui fait que la fin du mois, qu'il y a des produits qui se périment. Le grossiste ما بقاش كيقبل هذوك لي برودوي بيريني كيقول لك غناخذ عندك 0.5% وما باقي كنبداو نعزلو حنا ونطلعوا الخزنه الفوق كنجمع كقطاع كالصيدليه كقطاع مواطن يعني كيحرص على البيئه وما غنشدش هذوك لي برودوي ونرميهم في الطواليت ولا نديهم نحرقهم ولا شي حاجه كيحرص مثلا الكونساي دو لوردر شراكه مع القطاع المكلف بالبيئه مع وزاره الداخليه لقاو شي فورمول كون كوا يكون ان اباتمون بارابور هذاك البرودوي اللي كنبيعو فيهم حنايا باسكو لو برودوي بيريمي انا كنخلص عليه لا تي في ا وكنخلص عليه لا كوتيزاسيون مينيمال ولكن انا ما بستافدش من هذاك البرودوي جو لي با فوندو باش نخلص عليه. دونك هذا هو السؤال ديالي. شكرا. Pour toutes les professions. Chacun parmi les professions qui sont assujetties à l'IR, pour une raison ou pour une autre, ils peuvent spontanément venir et dire tel aspect de ma déclaration au titre de telle année
فيها شي حاجة اللي ماشي هذيك اللي je veux rectifier soit au niveau des charges, soit au niveau du chiffre d'affaires. En tout cas, le résultat fiscal est différent. Donc voilà. En général, la déclaration fiscale, la déclaration rectificative, quand nous on la reçoit et on l'étudie, normalement il correspond à la réalité des choses. Maintenant, il y a une autre façon de faire la déclaration fiscale. C'est une déclaration fiscale qui est concertée avec l'administration fiscale. Nous, on dispose des éléments qui vont à l'encontre de ce qui a été déclaré. On vous invite à rectifier votre déclaration. On se met à table et on discute les éléments on vous présente. Bien sûr, le contribuable il présente ses justificatifs et en général, on se met d'accord sur un montant à payer et on évite la vérification. Bien sûr, c'est nous, lorsqu'on déclenche la procédure de déclaration rectificative, il y a un refus de déclaration rectificative, on passe, comme l'a expliqué mon collègue tout à l'heure, on passe à la vérification générale ou ponctuelle selon le cas, mais on passe à la vérification de la comptabilité. Donc, en ce qui concerne la déclaration rectificative des pharmaciens, et en concertation avec ma hiérarchie, je pense que, indépendamment de la discussion qui est en train de se faire par vos représentants et qui est très louable pour tout le monde, aussi bien pour nous que pour les corps. Et si quelqu'un veut faire sa déclaration rectificative indépendamment de ce contexte, nous, d'ores et déjà, on est sensible à la difficulté et aux contraintes dans lesquelles vit la profession de pharmacien. Donc, vous pouvez déduire, vous pouvez comprendre ce que je veux dire, sans que j'entre dans les explications. Merci. L'année passée, on a fait cette sorte de convention, on peut l'appeler de tous les noms, avec les médecins, les notaires et les avocats. Et quand l'administration s'engage dans ce genre et sauf vraiment un recoupement qui peut venir par la suite, comme j'ai expliqué tout à l'heure, qui est plus qu'évident, ou bien un achat, des dépenses très élevées, normalement c'est une sorte de tacite accord entre l'administration et celui qui a souscrit sa déclaration rectificative. Très bien, merci. Je crois que ça reprend exactement ce qu'on nous a dit, avant. On peut en discuter ensemble. Je ne sais pas, vous êtes vérifié? Vous êtes en vérification? Est-ce que vous avez souscrit un accord? Oui, mon dossier est clôturé. Non, pas. Le dossier est en rabat, il va être traité peut-être. Ah, clôturé. Ah ouais, c'est ce dont j'ai peur, et il est là, il est avec moi. Je ne veux pas faire doublant. Madame, je termine. Là, je suis dans le meilleur sens possible. Et vraiment, je ne voudrais pas faire double emploi et à la rigueur m'immiscer dans des discussions qui normalement relèvent d'une stratégie et de la hiérarchie de l'administration. Moi, je suis un technicien. On en reparlera peut-être à chacun parmi vous de faire d'ailleurs tout ce que je viens d'entendre dans les questions. Presque 90% de ces interpellations peuvent être soulevées et proposées dans le cadre des assises fiscales
et bien sûr qui vont être discutés, et on discutera ensemble, bien sûr, à ce moment-là. Très bien. On ne peut pas, madame, on peut pas faire une discussion. Je veux bien, mais pas une demi-heure. À Rabat, il est dressé, établi, et l'harmonisation, la normalisation de tous les cas vont être traités dans le cadre de ce que vous avez bien entendu, la déclaration rectificative et l'accord global avec l'administration fiscale. Soyez sûrs et certains, c'est ceux qui sont très techniques. Très techniques, les trucs le global. Concernant juste une question technique, d'ailleurs, concernant la transformation en salle, en cas de cession, il y a une sanction dans ce sens. Il y a une réintégration de la plus-value parce que il faut respecter toutes les dispositions, entre autres le respect de détenir les parts sociales pendant 4 ans. En cas de cession, la plus-value est réintégrée et l'impôt correspondant est payé avec les sanctions et majorations comprises. Notre réflexion sur les particularités, les spécificités de votre corps. Je vous invite à rentrer le site tax.gov.ma. Il y a un appel à contribution. Vous avez parfaitement le droit, même l'obligation de contribuer et donner vos avis avant les assises. Il y a beaucoup d'ateliers qui sont maintenant en cours et vous pouvez participer. L'administration est à votre écoute. D'accord? Merci. Je fais double emploi avec tout ce qu'a dit M. Guéra tout à l'heure. Parce que moi, vraiment, j'étais vraiment très, comment dirais-je, impressionné par le degré de son information et son implication dans le dossier. Je ne le connaissais pas avant aujourd'hui, pour vous dire. Donc, en venant à l'administration, nous on lui fait l'option, comme quoi il veut continuer à déclarer ses revenus fonciers comme auparavant. On lui fournit une attestation qu'il vous donne à vous, à toute fin utile. À ce moment-là, vous êtes libéré de la retenue à la source. Et peut l'avoir sur Internet. Oui. Oui, si vous voulez, j'ai une question à poser. Vous pouvez peut-être faire quelque chose à Casablanca. Je vous pose le problème. Je prends un cas de figure. Quelqu'un qui vend sa pharmacie à 1,5 million. Il y a eu des cas comme ça qui nous ont été rapportés et c'est ce qui stresse un peu les pharmaciens qui veulent vendre. Ils vendent 1,5 million. Premier problème, on lui dit non. Nous, on estime que cette pharmacie, tu l'as vendue à 2,5 millions ou 1 million. Ça, c'est le premier problème. Donc, quelle est la base de cette réévaluation? Et deuxième problème, une fois qu'il a acquitté son impôt sur la plus-value, il a la mauvaise surprise qu'on lui dise « Ah, contrôle des 4 dernières années, allez, on rebelote ». Et le coup de mal. Alors à la fin, il y a certains qui disent qu'ils ont payé 50 ou 60% de ce qu'ils ont touché réellement, et quel est le pouvoir que nous avons vis-à-vis de vos services pour dire écoutez, on est passé par un notaire, il n'y a pas de noir, il y a des noirs, il y a ci, ça. C'est le genre de choses, à mon avis, qui à Casablanca, nous pouvons discuter avec vous et trouver un terrain d'entente. La question d'une façon profonde, il va falloir toujours en concertation avec le service central. Et peut-être des choses qui sont en train d'être faites dans ce sens. Donc nous, en tout cas, on vous confirme qu'on est très sensible et tout le monde marquiche parmi nous qui n'est pas conscient que la profession de pharmacie connaît de très mauvais jours. Ça, on est conscient. Vous avez nos bilans.
Même nous, avant de voir vos bilans, nous sommes des citoyens comme vous. On a des amis pharmaciens, on a des sœurs pharmaciennes et on a des... Concernant ce point précis, lors de ma réunion d'hier avec le directeur, concernant ce point précis, lors de ma réunion avec le directeur de la vérification hier, donc on m'a posé la question sur ce qui se passe concernant les ventes et j'ai donné deux ratios. J'ai dit que la vente peut aller de 0 jusqu'à 1,5, 1,6, pas plus. Et ça a été retenu. La 0, c'est-à-dire il y a des pharmacies qui ferment, ils n'arrivent pas à se vendre. Le rural, ça peut être 10, 15, 20% du chiffre d'affaires. Les grandes villes, c'est 1,5. J'ai dit 1,5. Et je l'assume. Peut-être il y a des pharmaciens qui vendent plus de 1,5, mais c'est vraiment des cas exceptionnels. Là aussi, j'ai été transparent. Donc voilà, le chiffre qui a été retenu, grosso modo, c'est entre 0 et 1,5, comme coefficient pour la vente de pharmacie. Au nom du bureau confédéral, je tiens à remercier M. Kamal et M. Faliha d'avoir accepté l'animation de ce débat qui avait pour but d'éclairer les pharmaciens sur ce qui se passe sur le terrain. Et on vous remercie infiniment encore une fois. On remercie la DGI de nous avoir ouvert les portes justement pour trouver des solutions concrètes pour les pharmaciens. Et je tiens aussi à informer les consoeurs et les confrères que la semaine prochaine, Inch'Allah, il y aura une concrétisation des accords. Je le dis, la semaine prochaine, Inch'Allah. Et on espère une pérennisation de la relation avec la DGI en normalisant notre relation, c'est-à-dire relation DGI-pharmacien. Merci encore une fois. C'est Dina et c'est Babi, mon cher Sibou Razi. J'espère que ce n'est qu'un début d'une série de rencontres. Peut-être on se verra bientôt pour une déclaration rectificative.